Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler de soft skills pour innover et transformer les organisations. On parlera également du barème Macron et de l'arrêt de la Cour de cassation. Et enfin, on évoquera comment automatiser et gérer les contrats. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Brieux Durosquat, président de l'Institut de transformation et de l'innovation, l'ITI Institute, auteur d'un rapport sur les soft skills pour innover et transformer les organisations avec France Stratégie. Brieux, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors avant de rentrer dans les conclusions du rapport, que sont les soft skills ? Alors les soft skills, c'est des compétences qui ne sont pas liées à un métier spécifique. Je vais donner un exemple très simple. Le plombier, dans son métier, il doit savoir souder. Voilà, ça c'est une compétence spécifique à un métier. Et les soft skills, c'est toutes ces autres compétences. Donc c'est la communication, la collaboration, voilà, toutes ces compétences qui sont transversales à différents métiers et qui sont aujourd'hui essentielles dans cette société. Alors, quelles sont les conclusions du rapport que vous avez co-rédigé avec France Stratégie sur les soft skills ? Alors, c'est les soft skills liés à l'innovation, à la transformation des organisations. Alors, pourquoi c'est essentiel ? Parce que l'innovation est une compétence essentielle aujourd'hui dans la transformation des organisations et plus largement, c'est une des compétences essentielles demandées demain dans les métiers de l'avenir et qui était rappelée d'ailleurs au Congrès économique international de l'avenir de l'emploi en 2020. Alors, on a établi 25 soft skills. Voilà, alors pour vous expliquer, il y a les soft skills liés à l'individu, ok. Et sur l'individu, il y a des soft skills qu'on appelle cognitifs, c'est-à-dire la manière dont on traite l'information. Après, il y a cognitif, c'est la manière dont on met en œuvre. Et après, il y a une troisièmement lié à l'individu, c'est tout ce qui est émotionnel, voilà, qui est essentiel. Mais l'individu, il est jamais seul. Il est relié aux autres, donc au centre. Il y a tout ce qui est les soft skills liés à la relation, relationnelle. Mais tous ces soft skills-là, ils s'influencent, ils bougent en fait en permanence. Et ils bougent pourquoi ? Parce qu'ils sont étayés par un ensemble aussi de soft skills, de compétences liées à l'organisation. Voilà. Et là, il y a 8 compétences identifiées essentielles pour que l'organisation puisse mettre en place, finalement, un environnement de travail complètement essentiel au développement de ces compétences sur les salariés, les managers, voilà. Quelles sont ces 8 compétences ? Alors, ces 8 compétences, elles sont... alors, on va peut-être pas parler complètement des 8 compétences parce que je vous ferai une liste à l'après-vert, mais je sais plutôt, puisqu'on a plus que 6 minutes ou 5 minutes, une compétence très importante qui est l'autonomie. Voilà, quand on voit qu'un salarié n'a pas d'autonomie ou ne perçoit peu d'autonomie, là, il y a vraiment un recul, il y a un burn-out qui peut en découler. Et voilà, c'est une des compétences vraiment essentielles qu'il faut soutenir. Voilà. 1, l'autonomie. 2, il y a la capacité, comment on travaille à l'intérieur d'une équipe, la coopération de l'équipe. 3, la coopération entre les différentes équipes, parce que l'innovation ou la transformation s'intègre avec les différentes équipes. Il y a le soutien de l'organisation aussi aux équipes qui est essentiel. Il y a la collaboration, comment on collabore, comment on coopère, qui sont des notions un peu différentes. Voilà, on peut peut-être avoir tous, chacun des objectifs dans son métier, mais il n'y a pas d'objectif global. Il faut voir un peu tous ces éléments-là. Voilà, je vous invite à lire plus précisément le rapport sur ces éléments. Concrètement, en quoi les soft skills peuvent aider les organisations à innover ? Souvent, le problème de l'innovation pendant ces 20 dernières années, c'est qu'il a été beaucoup traité sur l'aspect des processus, voilà, des méthodes de travail. On en a oublié complètement l'humain, en fait, qui est au cœur de ces processus. Oui, on parlait plutôt technologie, automatisation, plutôt que réflexion de l'humain et ce que ça fait, quelles conséquences ça a sur les hommes et les organisations. Mais au-delà, finalement, c'est pas les machines qui innovent, c'est les hommes. Donc, moi, j'étais à la direction de grands groupes et on avait processé différents projets. Qu'est-ce qui faisait qu'un projet fonctionnait mieux qu'un autre ? C'était une équipe. On n'innove jamais seul, on innove en équipe. Et ces soft skills soutiennent tous ces éléments-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut un peu se poser ces questions, comment finalement l'organisation soutient ces compétences et les développe. Et comme elles ne sont pas figées,
il est ultra important de dire qu'on peut les travailler. Voilà, c'est pas un filtrage. Il est important aussi d'analyser le contexte de travail, de le mesurer, de mesurer les différents éléments de l'équipe de manière à avoir des équipes complémentaires et différentes. Parce qu'un innovateur, c'est jamais un homme seul. C'est une équipe qui va encore. Alors nos téléspectateurs sont avocats, juristes, et ils apprennent depuis peu récemment, avec l'arrivée notamment des Legal Tech autour de 2014, ces notions d'innovation et de transformation. Quelles recommandations pourriez-vous leur faire au niveau justement utiliser ces soft skills dans leur transformation de leur cabinet ou leur direction juridique ? Alors, il y a un élément essentiel qu'on a vu dans l'équipe, c'est donc en termes de management, on comprend bien la ressource essentielle, c'est de dire que le N+1, c'est lui aussi qui est un des facteurs essentiels. Donc, s'il ne comprend pas un peu quels sont les soft skills de son équipe, comment il les met en place, comment il l'organise, et lui, comment il manage, et ben là, il passe à côté de quelque chose qui est foncièrement, qui peut être très dégradé, qui peut dégrader. Il y a des managers qui peuvent planter une équipe du jour au lendemain. Voilà. Et comprendre ces mécanismes-là, c'est essentiel. Donc ça, c'est au niveau du management. 2, c'est la capacité à former et à accompagner ses équipes. Parce qu'un soft skill peut se développer. Donc voilà, ça, c'est essentiel. Et 3, c'est le contexte de travail. On travaille le contexte de travail. Donc voilà, les 3 éléments, c'est former, accompagner, soutenir le management du collectif et développer un contexte de travail. Voilà les trois éléments. Je voudrais juste revenir sur une dernière chose, allez-y. Un élément, c'est là, vous avez parlé de l'environnement, mais il y a les capacités individuelles qui sont essentielles et entre autres l'empathie. Je voudrais juste parler de ces éléments-là parce que pourquoi c'est important l'empathie ? Parce qu'en fait, on confond l'empathie en disant oui, l'empathie c'est allez, t'es empathique, voilà. Mais non, en fait, il y a 2 empathies. Il y a l'empathie cognitive, c'est comprendre le besoin de l'autre. Et vous savez, en termes d'avocat, si on ne comprend pas les besoins de l'autre, les enjeux en termes de contrat, on a beau être un très bon juriste, on passe à côté de l'essentiel de ce qu'est un bon juriste. C'est de comprendre les enjeux. Donc, l'empathie cognitive est essentielle. Après, il y a l'empathie affective. Bon, là, c'est encore autre chose. Mais vous voyez, il y a 2 empathies, l'empathie cognitive et l'empathie affective. Et l'empathie cognitive est un des 7 piliers pivots remarqués du développement de ces soft skills et de ceux qui sont le plus impactants au sein des organisations. On va conclure là-dessus. Merci d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside. On va parler barème Macron et de l'arrêt de la Cour de cassation qui était tant attendu avec Aurélie Kamali Dolatabali, associée chez Velvet Avocat. Aurélie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors la Cour de cassation a mis fin au suspense qu'on attendait et s'est prononcée enfin sur les barèmes Macron. Est-ce que c'est la fin de la saga ? Mais écoutez, vous avez raison, c'était une véritable saga judiciaire, une saga qui a opposé durant plus de 4 ans l'exécutif, les syndicats, les professionnels du droit, avocats, magistrats, juges, conseillers prud'hommes. Et effectivement, cette saga vient de s'achever le 11 mai 2022, après un suspense insoutenable, surtout les dernières heures, nous étions tous fébriles à l'attendue de la décision, par une victoire de l'exécutif. Et donc, ce barème Macron, alors rappelons-le, c'est une des mesures phares des ordonnances de 2017. C'est la plus emblématique et qui est venue déterminer un barème pour définir le montant de l'indemnisation auquel un salarié a droit s'il est licencié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et donc après plusieurs décisions polémiques, contradictoires des différents juges du fond, évidemment la décision de la Cour de cassation était très 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 attendue. Alors est-ce que cette décision sécurise vraiment l'employeur ?
Alors écoutez, oui, à partir du moment où on considère que en fait, ce barème vise à encadrer, alors entre un plafond et un plancher, qui se situe entre 1 mois et 20 mois de salaire brut du salarié, et qui va prendre en considération l'ancienneté du salarié, le montant de sa rémunération et également la gravité de la faute qu'on va reprocher à l'employeur dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc à partir du moment où on prend en considération tous ces éléments, oui, ça vient sécuriser l'employeur puisque ça va lui permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité sur les risques qu'il encourt. Ça va lui permettre de faire des provisions. Quand il connaît son risque, il peut maintenant provisionner son risque. Et nous, avocats, ça nous permet aussi maintenant de pouvoir chiffrer le risque. Là où avant, on faisait des estimations plutôt au pourcentage et c'était quand même assez périlleux. Donc aujourd'hui, on est plus serein en faisant ces risques, ces provisions. Et puis surtout, ça permet d'avoir une visibilité sur la gestion prévisionnelle. Ça a permis de libérer la création d'emplois, aussi bien pour les petites anciennetés, mais également pour les seniors. Et puis, ça apporte une certaine sérénité à son activité. Mais pas uniquement. En fait, ce qui est très important aussi, c'est ce dont il faut vraiment prendre conscience avec ce barème Macron, c'est que ça sécurise également le salarié. Ça change quoi dans la relation avec le salarié? Déjà, le salarié, il a une plus grande prévisibilité de ce à quoi déjà il a le droit dans le cadre de la relation de travail, et surtout ça apporte beaucoup plus de sérénité dans la relation de travail au quotidien avec son employeur. Et puis surtout pour le salarié, ça lui apporte de l'équité. Aujourd'hui, on peut considérer que le resserrement qu'apporte en fait ce barème permet une égalité de la réparation. Là où avant on avait des décisions qui pouvaient aller du simple au quintuple, aujourd'hui avec ce resserrement du barème, les salariés peuvent espérer beaucoup plus d'égalité dans les décisions qui sont rendues par le Conseil de prud'homme et les cours d'appel. Alors si on prend la partie négociation, comment utiliser ce barème Macron? À savoir quelles sont les incidences sur l'application du barème, soit en amont justement lors de la négociation, soit lors de transactions ou d'indemnités de rupture du contrat de travail. Qu'en est-il? Mais le barème Macron est quand même une alternative au contentieux. Donc ça a véritablement facilité la résolution amiable des litiges. Et puis le deuxième effet, c'est quand même que ça a permis de désengorger les conseils de prud'homme, les tribunaux. Alors on avait d'abord eu la rupture conventionnelle, maintenant on a le barème Macron, et l'un avec l'autre, c'est vrai qu'on assiste depuis 10 ans à une diminution par 2 des litiges prud'homaux. Alors avec le salarié, le barème Macron, ça encourage la conciliation. Déjà alors surtout pour des salariés qui ont une faible ancienneté et qui seraient tentés d'aller devant un conseil de prud'homme, ou des salariés qui ont un préjudice mais qui ne sont pas en mesure de véritablement étayer un préjudice, un large préjudice. C'est sûr que ça incite à la conciliation. Et puis, concilier sur un barème Macron, c'est avantageux financièrement puisque l'indemnité n'est pas soumise à charge sociale, ni pour l'une ni pour l'autre des parties. Et puis surtout, le salarié, il y a un délai de carence qui n'est pas appliqué dans ce cadre-là. Mais du coup, la marge de négociation est moindre, non? Alors, elle n'est pas forcément moindre. On va dire que le fait qu'on puisse aujourd'hui calculer le risque, qu'on puisse chiffrer le risque par rapport à ce barème, on a des discussions qui sont beaucoup plus justes et réalistes en amont lorsqu'on veut négocier un départ, et on trouve de façon consensuelle une indemnisation qui convient à tout le monde, mais surtout dans le barème. C'est-à-dire qu'on n'est pas... vaut mieux transiger dans le barème et plutôt au milieu du barème à la sortie de son contrat de travail, plutôt que d'espérer ou de ne pas pouvoir justifier de son préjudice dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Parce que l'aléa judiciaire existe encore toujours, même s'il y a un barème, il y a quand même une appréciation in concreto qui se fera dans ce barème-là. Et puis, il y a aussi les délais de la justice qui sont considérablement longs. Donc non, moi je pense que ce barème, c'est quelque chose de très positif, c'est un véritable progrès, et pour tous les justiciables, que ce soit l'employeur et le salarié, et il apporte véritablement une sécurité juridique qui est indispensable à l'activité économique aujourd'hui. On va conclure là-dessus. Merci d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside et je suis en compagnie de Philippe Ginestier, avocat et fondateur de Gino Legal Tech. Philippe, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Magnifique. Alors, quelles sont les actualités de Gino Legal Tech?
Alors écoutez, les actualités sont d'une part, on vient d'avoir un succès qui nous a ravis. On vient d'enlever là le marché de métro, qui est c'est un des marchés peut-être le plus important qu'on ait vu dans les appels d'offres. Et ça nous intéresse particulièrement parce que les appels d'offres nous permettent de tester notre produit en face des grands concurrents. Vous pensez bien qu'une maison comme Métro a fait appel à tous les grands de la planète pour voir le produit. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour nous et ça nous rassure sur le produit. Vous le savez, on l'a bâti sur l'intuitivité pour le juriste, un produit no code, le juriste l'utilise sans avoir à apprendre quoi que ce soit, et deux, une grande agilité technologique. On a fait une architecture qui permet une grande agilité. Ce que j'ai appris par l'expérience, c'est que les besoins des clients sont extrêmement différents d'un client à l'autre. C'est vraiment intéressant. Vous faites l'assurance, Europe Assistance, si vous dites, moi je fais mes contrats en anglais, quand j'échange un paragraphe, il faut me le traduire automatiquement en 32 langues. C'est plus compliqué qu'on peut le penser. Bon voilà, donc chacun a ses besoins. Alors vous avez parlé d'agilité technologique. En quoi la technologie a-t-elle bouleversé le monde du droit ces dernières années et les métiers du droit? Alors la technologie a bouleversé le droit parce que le droit est le royaume de la logique floue. Et la logique floue, c'est un domaine mathématique, c'est pas flou du tout. Mais c'est-à-dire, vous allez voir, c'est le problème des valeurs de vérité. Si je vous dis, est-ce que nous sommes ensemble actuellement? Vous me répondez oui, et la valeur de vérité est égale à 1. Nous sommes ensemble. Si je vous dis, est-ce que l'émission que nous faisons va plaire à tous les gens qui l'écouteront? La valeur de vérité est entre 0 et 1. Et ça, l'intelligence artificielle sait traiter particulièrement bien ce genre de problème. Pourquoi? Des approches statistiques. Des bases de données, des datasets et des approches statistiques qui lui permettent de tirer des leçons de tout cela. Et le droit, c'est ça. Vous venez me voir avec votre dossier et je vous dis, ça se plaide. Qu'est-ce que ça veut dire, ça se plaide? Ça veut dire valeur de vérité entre 0 et 1. Avec cette rédaction, vous devriez être couvert. Je ne peux pas vous garantir 100%. Vous voyez? Nous sommes dans ce monde-là. C'est pour ça que le droit a mis longtemps à être le dernier carré dans les entreprises à être automatisé. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a permis ce changement? L'intelligence artificielle, qui sait traiter ces situations. Alors, les apports sont dans 3 domaines essentiellement. Premièrement, dans la recherche. L'intelligence artificielle et son département, enfin son domaine particulier qu'on appelle le NLP, le traitement du langage naturel, permet de faire des recherches dans des masses de documents énormes. Recherche de jurisprudence. Vous faites aujourd'hui en 10 minutes une recherche dans 4 millions d'arrêts, de décisions, disons plus largement, qui vous aurait pris une journée, une semaine, des semaines de collaborateurs pour faire un travail moins complet. Ça, c'est une révolution formidable qui s'inscrit généralement dans la révolution actuelle. Un des bénéfices les plus importants que nous vivons aujourd'hui, c'est le renversement dans notre vie du temps consacré à la recherche d'informations et du temps consacré à traiter l'information. Aujourd'hui, grâce à ça, on a l'information tout de suite, immédiate, et si on sait s'en servir, bonne. Et on réfléchit à l'information. Deuxième apport? Deuxième apport, c'est l'automatisation des contrats et la gestion des contrats. Ça, c'est évidemment un pan énorme que fait la technologie, qu'apporte la technologie. On va en parler un peu plus. Et puis, l'automatisation des process. On est confronté de plus en plus, et c'est là où on voit, vous connaissez l'analyse de Marx sur la technologie qui crée les valeurs, qui est, je pense, une des analyses les plus pertinentes de Marx. La technologie crée les valeurs, on l'a vu, vous êtes trop jeune, mais moi j'ai vu se renverser les valeurs sexuelles à cause de la pilule. Tout était bâti sur un monde qui n'avait pas de pilule, et la pilule a permis de renverser complètement toutes les valeurs dans ce domaine-là. Et on le voit partout. La transparence que nous vivons aujourd'hui, quand on dit le RGPD demande des moyens considérables pour l'appliquer. Et ça ne peut se faire qu'avec des systèmes, et bon, il y a un certain nombre de systèmes sur le marché qui permettent de gérer ce RGPD.
Alors revenons au domaine contractuel Alors, l'automatisation. et à ce qu'apporte la technologie dans le domaine contractuel. Dans le domaine contractuel, ça apporte le fait de permettre aux juristes d'automatiser ces contrats. Concrètement, ça veut dire quoi? Automatiser ces contrats, ça veut dire que je prends mon contrat. Alors, dans notre technologie Gino, on l'a fait, je vous l'ai dit, no code. Vous travaillez dans Word, vous avez votre contrat dans Word, et vous avez à droite une boîte à outils qui vous permet de dire, ça c'est une variable, et donc on posera la question, quelle est la valeur de la variable? Ça, c'est un texte conditionnel, et en répondant à une variable, je mettrai ou pas ce texte. C'est-à-dire que ça va vous organiser. Le texte à trous, ça va le remplir. Ça va vous organiser le copier-coller. Ça va vous mettre des règles qui vous assurent la cohérence du système. Si le paiement est à crédit, alors mettre l'article 8 garantie. Vous voyez, ça va vous permettre d'automatiser tout cela. Ça permet aux juristes de faire ces actes infiniment plus rapidement. Ça donne quand même la sécurité quand il y a des règles très compliquées. C'est que l'informatique a une mémoire infaillible, pas l'homme, et ça permet de déléguer. Vous pouvez donner à vos commerciaux les contrats, il leur sortira des contrats en PDF qu'ils ne peuvent pas modifier, et s'ils veulent les modifier parce que le client l'exige, ils doivent revenir vers vous. Pour terminer, en un mot, quels sont les domaines où on peut automatiser et gérer ces contrats? Dans tous les domaines, aujourd'hui on en a dans le domaine public, on en a dans le domaine privé, tous les contrats peuvent être automatisés. Il faut gérer automatiser les contrats très complexes ou très fréquents. Voilà. On va finir là-dessus. Merci Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside sur Décideur TV.